Alors bon, le point que je voulais faire ce matin, enfin que je voulais faire ce matin mais que j'ai pas fait ce matin, donc je fais ce que je fais cet après-midi, c'est un point concernant le conflit OTAN-Russie en Ukraine. Et plus précisément un point sur la contagion hystérique, assez visible par tous, et qui doit vous surprendre peut-être pour certains, vous stupéfier pour d'autres, ou au contraire pas du tout, pour d'autres personnes comme moi, doivent se dire bah non finalement ça n'est que la continuation d'autres crises d'hystérie récentes et plus anciennes sur des sujets qui n'ont parfois rien à voir, typiquement la crise sanitaire et autres. Donc c'est sur ce thème-là et précisément pour répondre en quelque sorte à ce climat d'hystérie collective que j'ai souhaité faire ce point en ligne. Alors bon, d'abord comme vous l'avez vu noter, le titre de l'espace en question, c'est un conflit OTAN-Russie en Ukraine. Donc je ne parle pas d'un conflit Ukraine-Russie, mais d'un conflit OTAN-Russie en Ukraine, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est même radicalement différent. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Parce que présenter les choses sous cet angle-là, à mon avis, est beaucoup plus réaliste de ce qui se passe vraiment. Donc, mon but, si vous voulez, j'ai pas la prétention à l'objectivité, hein, on n'est jamais vraiment objectif, mais j'essaie de vous donner un point de vue honnête, et en tout cas plus équilibré que le tapis de bombes médiatiques que nous prenons sur la gueule en ce moment tous les jours, et à chaque seconde quasiment, par tous les relais habituels de l'hystérie médiatique habituelle. Voilà. Alors ces phénomènes de contagion hystérique sont assez parlantes, je trouve, assez révélatrices. Voilà. Elles sont révélatrices d'abord évidemment de l'absence de sang-froid. Bon, ça paraît évident. Cette absence de sang-froid est assez intéressante parce qu'elle nous permet de prendre un recul aussi sur la nature des personnes, du caractère, des tempéraments, des gens qui ont quand même une responsabilité collective, de responsabilité sociale, hein, le pouvoir d'informer, le pouvoir de décider. Je parle même pas des politiques parce que alors là, bon, voilà. Mais si vous regardez en fait voilà, vous avez des généraux à la retraite qui viennent parler aux grandes gueules de conflits nucléaires, bon, ce genre de trucs, tout ça paraît complètement hallucinant. Et en fait, le délire d'entraînement, si vous voulez, hystérique dans les sociétés occidentales, hein, je parle de l'ensemble des sociétés occidentales, est quelque chose d'assez fascinant à regarder de l'extérieur. Je dis ça parce que j'ai des retours et des échanges avec des gens qui habitent en Algérie tout à l'heure et puis d'autres personnes en Asie qui m'ont dit mais enfin vu de chez nous on a l'impression d'un asile de fous quoi. Enfin quand on suit les réseaux sociaux et quand on suit un peu l'actualité française avec des médias français à partir de Taïwan comme je l'ai vu ce matin ou à partir de Chine continentale, on a l'impression que vous êtes on a l'impression que vraiment vous êtes dans un asile de fous, quoi. Et c'est, pour être franc avec vous, c'est un peu l'impression que j'ai aussi. Je pense qu'on est un certain nombre dans ce cas-là et que tout ça devrait, en théorie, nous amener à réfléchir. Donc, premier constat, effectivement, derrière cette crise d'hystérie collective qu'on a déjà vu se produire, c'est évidemment l'absence de sang-froid. C'est aussi évidemment un constat d'absence de recul, hein, puisque comme vous le constatez, à l'exception de quelques personnes intelligentes qui ont pu s'exprimer sur les plateaux, Dominique de Villepin, Védrine et quelques autres, qui ont un petit essayé de fournir des clés d'analyse, un peu de distanciation et de raisonnable dans tout ça, sinon c'est l'empilement général, mais vraiment, hein, c'est l'empilement général de bobards de guerre, d'hyperbole, d'excitation, de nouvelles non vérifiées et démenties le lendemain, parfois le surlendemain. Bon, c'est tous les jours, hein. C'est tous les jours et ça fait déjà plusieurs jours que ça dure. Alors, on peut comprendre qu'une guerre génère toujours des formes de stress sociaux, hein, ça peut parfaitement se comprendre, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est précisément ce climat d'hystérie interroge sur si vous voulez, la responsabilité sociale des porteurs d'opinion, des journalistes, évidemment, des salles de rédaction, des médias mainstream en particulier, ceux qui ont un pouvoir d'influence sur la population, et aussi des porteurs d'opinion collective, c'est-à-dire des relais d'opinion, des gens connus qu'on écoute, etc., etc. Et ce que démontre en fait cette crise-là, c'est l'absence totale de responsabilité collective de ces gens-là. C'est-à-dire que on a là manifestement un dispositif d'information qui est
occupé par des centaines, voire des milliers de personnes, qui grenouillent là-dedans, et qui ont tous un avis sur quelque chose, mais sans pourtant parfois avoir jamais travaillé ni réfléchi sur cette question. On a l'impression d'avoir parfois, quand on entend Ulysse Gosset, ou je ne sais pas quel clown vous parlez du conflit entre l'OTAN et la Russie en Ukraine, on a l'impression d'entendre les sénateurs en train de parler de crypto-monnaie. Hein. C'est du même niveau, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos en ligne montrant les débats au Sénat sur les crypto-monnaies, ça fait peur, quoi. Hein, faut vous rappeler quand même que les mêmes personnes avaient probablement à peu près le même niveau de compétence pour décider de votre vie et de vos libertés lors de l'affaire des passes sanitaires, hein, les passes vaccinaux. Donc il faut comprendre que ces gens-là prennent des décisions pour vous, pour votre vie et pour nous tous. Donc évidemment, pour ceux qui ont vécu la crise vaccinale d'un point de vue dissident, c'est-à-dire sans hurler avec les angoisses médiatiques, cette nouvelle crise d'hystérie guerrière ne doit pas les surprendre. Elle doit les désarçonner un peu, mais pas les surprendre. Pour les autres, ça doit être un choc, et je le comprends d'autant mieux que même si j'y suis habitué, à vrai dire, je me dis qu'on peut toujours aller plus loin dans le délire. Donc là, hier, on parlait de saisir les œuvres d'art russes. On apprenait que la fédération féline interdisait la participation de chats russes au concours. On apprenait que les athlètes aux Jeux paralympiques, les athlètes russes aux Jeux paralympiques étaient interdits de participation, qu'on licenciait des chefs d'orchestre ou des sopranos parce qu'ils étaient russes, ou parce qu'ils étaient proches du pouvoir russe, ou parce qu'ils n'avaient pas de mauvaise relation avec le pouvoir russe, qu'on menaçait, que les restaurants russes recevaient des menaces, que des particuliers étaient virés de leur travail. Enfin, ce climat de chasse aux sorcières et d'hystérie collective est assez impressionnant. Il est d'autant plus impressionnant qu'il est mis en œuvre par des gens qui passent leur temps depuis des années, pour ne pas dire des décennies, à prévenir tout vortex, toute crise de colère collective sur d'autres sujets dans la population. Vous voyez à quoi je fais référence, c'est-à-dire qu'il y a des motifs de colère dans la population, typiquement à l'époque des Gilets jaunes, etc. Au tout début, les Gilets jaunes sont soutenus par plus de 80% de la population, etc. Ce que font alors les médias, sans jugement de valeur, je ne suis pas en train de vous dire bien, pas bien, etc. Mais ce que font les médias à ce moment-là, c'est précisément de désactiver les stress. C'est-à-dire de rationaliser les demandes, etc. Alors, il y a une volonté de s'attaquer, en quelque sorte, bien évidemment, au mouvement au départ, en caricaturant ses positions, en accusant les Gilets jaunes d'être des abrutis, des antisémites, les trucs habituels, quoi. Mais puis ensuite vient le temps de la rationalisation, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut comprendre, etc., etc. Vous vous rendez compte à ce moment-là que les médias, le dispositif médiatique et les relais d'opinion, quand ils sont confrontés à un stress de nature populaire, je dirais endémique, en quelque sorte, jouent le rôle de désactivateur de stress, c'est-à-dire de producteur Ils cherchent en fait à ce que la population prenne de la distance, et prenne une distance en particulier affective avec la raison du stress, que ça soit un stress social, un stress sur le niveau de vie, un stress sur la sécurité, vous savez, le fameux sentiment d'insécurité, un stress sur l'immigration, avec ce que ça implique, qui sont des problèmes assez lourds, assez importants quand même pour l'avenir, etc., etc. Sur tous les stress endémiques, c'est-à-dire qui émanent de la population, les médias, le système médiatique et les relais d'opinion qui s'y succèdent, dans l'immense majorité, il y a toujours des petits trous dans la raquette, on va dire, mais dans leur immense majorité, jouent un rôle de désactivateur de stress, d'objectivation des problèmes, pour en quelque sorte faire retomber les colères, neutraliser les choses, calmer, rationaliser, etc. En gros, faut pas s'énerver, faut pas accuser, faut pas être méchant, faut pas crier, faut pas discriminer, il faut pas s'exciter, il faut pas manifester, il faut pas être violent, il faut pas, etc., etc., etc. Bon. Ça, c'est le rôle des médias. Et là, vous vous apercevez que, à la suite la prolongation militaire d'un conflit qui dure déjà depuis quelques années en Ukraine, qui évolue en conflit ouvert, provoque une crise d'hystérie qui fait tomber absolument chez ces gens-là, chez ces mêmes personnes, qui fait tomber absolument toute limite, non seulement à la décence, mais au ridicule.
Mais vraiment, hein, quand on en est à interdire la participation des chats russes au concours, ou de virer des sopranos, ou d'interdire des athlètes russes aux Jeux paralympiques, je pense c'est Groland, hein. Voilà. Donc, mais ce sont les mêmes personnes. Donc ça, c'est un premier motif d'interrogation, enfin, qui devrait vous faire tous réfléchir. Je pense que là, on a la manifestation du rôle, du vrai rôle, de la vraie utilité du dispositif média et, je dirais, de la façon dont il fonctionne et du rôle qu'il joue dans nos sociétés. Ce système sert à, en quelque sorte, neutraliser les stress endémiques, c'est-à-dire ceux qui proviennent de l'intérieur, ceux qui sont générés par des souffrances réelles ou des inquiétudes réelles ou des colères réelles à l'intérieur de la population. Et ce même système est un activateur de stress extérieur, c'est-à-dire cherche à monter en épingle, à créer des peurs paniques dans la population, et ne recule devant absolument aucune hystérie, aucun propos, aucun délire, pour imposer son narratif dans la population. Donc évidemment, tout cela devrait nous faire, évidemment, à mon avis, pour toutes les gens qui ont un minimum de conscience politique, devrait être un motif de réflexion. Si en plus on ajoute à ça que, en plus de la perte de sang-froid, de la perte de recul, et surtout de la volonté d'emporter l'adhésion collective par la peur, hein, avec des nouvelles qui succèdent toutes plus horribles que les autres, et des trucs, et la reprise quasiment sans nuance de tous les bobards de guerre d'un seul côté, hein, d'un seul camp, dans les médias, et par les journalistes et les politiques, etc., vous comprenez aussi qu'il y a un risque, au-delà, je dirais, de la question des médias, de leur rôle, et de la question du dispositif d'information occidental, parce que tout ça n'est pas propre à la France, hein. Vous avez la même chose dans quasiment tous les pays. Tous les pays occidentaux sont concernés, hein. La fameuse communauté internationale. Alors vous regardez la communauté internationale, c'est-à-dire celle qui a pris des sanctions contre la Russie. Je ne parle pas de celle qui a condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, parce que ça, bon, loin, il n'y a pas eu l'unanimité, mais il y a eu une majorité nette à l'ONU pour condamner l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, ce qui est parfaitement normal, parce qu'au regard du droit international, effectivement, la Russie a violé le droit international en envahissant l'Ukraine, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Comme d'ailleurs l'OTAN a violé le droit international à plusieurs reprises ces dernières années, nombreuses reprises ces dernières années, sur le sol européen, typiquement au Kosovo, mais ailleurs, un peu partout dans le monde. Comme d'ailleurs les Occidentaux le font régulièrement, comme Israël a violé le droit international et des résolutions de l'ONU depuis des décennies, sans que ça n'intéresse absolument personne. D'ailleurs, il y a des bombes qui tombent encore. Israël a bombardé la Syrie avant-hier, ça n'intéresse personne. L'Arabie Saoudite, avec du matériel et le soutien logistique et militaire de la Grande-Bretagne et des États-Unis, bombarde le Yémen et les populations civiles au Yémen. Ça fait des dizaines, voire même des centaines de milliers de morts depuis plusieurs années, ça n'intéresse personne. Bref, bon, je ne vais pas faire la litanie de l'équilibre, je dirais, de la terreur et de la violence, parce que tout ça n'a pas beaucoup de sens, mais vous comprenez bien qu'il n'y a plus aucune justice. Ça, c'est très important. Il n'y a plus aucune justice, il n'y a plus aucune règle et aucun équilibre dans le traitement de l'information. On le sait tous, on le comprend bien. On peut avoir un point de vue, je sais pas, on peut se sentir proche de, j'en sais rien, moi, on peut avoir de la famille au Texas, c'est mon cas, ou avoir des amis en Russie, ou des copains en Ukraine, ou des machins, bon, voilà. Mais, je crois qu'avec un minimum d'honnêteté, vous devez bien, on doit tous être d'accord quand même sur une chose simple, c'est que le traitement de l'information est totalement biaisé sur ces questions-là. C'est-à-dire que si effectivement la Russie a violé le droit international en envahissant l'Ukraine, l'OTAN l'a fait à de nombreuses reprises, et le traitement de l'information a été radicalement différent à ce moment-là. Hein, puisque le système médiatique soutenait, légitimait, accompagnait en quelque sorte ces violations du droit international. Bon, passons. Donc, pour revenir à cette hystérie générale, absence de recul, absence de sang-froid, traitement totalement biaisé de l'information, et donc on est typiquement dans ce que Vladimir Poutine appelait récemment l'empire du mensonge, hein, puisque là c'est comment nommer autrement ce à quoi on assiste aujourd'hui.
Je crois que c'est cette description, cet empire du mensonge, je crois que ce terme va rester en fait dans les mémoires, parce qu'il désigne effectivement parfaitement ce qui est devenu le système d'information occidental, l'Occident tout entier en termes d'information, et il nous en fait la démonstration à nouveau pendant cette crise. Évidemment, tout ça ne serait pas très grave, on pourrait, je dirais, les crises d'hystérie se soignent avec des cachets, donc on pourrait attendre que ça retombe et que ça se tasse, mais on sait que malheureusement les crises d'hystérie, ça sert à faire d'autres choses. Les crises d'hystérie, ça sert à emporter l'adhésion par la peur, mais ça sert aussi à créer un climat d'approbation au pire. L'utilisation, d'une façon générale, de bobards de guerre, d'excès, d'annonces d'excès, si vous voulez, correspond à ce qu'on appelle dans les phases de production de stress collective, la représentation paranoïde de l'adversaire, c'est-à-dire une représentation paranoïaque de la menace. Et donc ce phénomène d'amplification de la menace, il peut être naturel, quand vous êtes confronté à quelque chose, il peut être naturel, il peut être aussi le résultat d'un travail de manipulation de l'information. Et là on est typiquement dans ce cas type, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre type d'une représentation paranoïde de la menace, et ces excès, ce manque de sang-froid, et cette représentation paranoïde de la menace, peuvent produire parfois des dérapages assez lourds. Pourquoi ? Typiquement, si vous vous souvenez, on n'a pas besoin de remonter très loin, prenons un exemple en France, 1914, la Première Guerre mondiale a été, préparée et suivie d'une sorte de bourrage de crâne absolument invraisemblable sur l'Allemagne, les Allemands, etc. etc. Moi, en tant que Français, j'aurais probablement suivi mes ancêtres qui se sont engagés. Je crois que j'ai 7 personnes d'ascendance directe de ma famille qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, ont été bercés d'informations qui expliquaient que les soldats allemands coupaient les mains des petits-enfants au fur et à mesure de leurs avancées. Voilà, pour vous donner un truc. Je vous raconte pas les autres bobards, parce qu'il y en a certains qu'on a retrouvés d'ailleurs durant la Deuxième Guerre mondiale, mais d'une façon générale, l'utilisation de bobards de guerre, c'est-à-dire visant en quelque sorte à effrayer les populations, à les précipiter dans une sorte de peur panique qui aboutit en même temps en fait à la déshumanisation totale de l'adversaire. Déshumanisation, c'est-à-dire on ne prête plus à l'adversaire des sentiments humains. On le représente comme un fou, comme un dingue, comme un type irrationnel, comme un monstre, etc., etc. Et évidemment, quand on se représente son, entre guillemets, adversaire comme ça, on se dispense par avance, en quelque sorte, de pouvoir dialoguer, de pouvoir échanger avec lui. On ne dialogue pas avec un fou, ou avec un massacreur, ou avec un génocidaire. Que mérite celui qui est accusé de crimes horribles, si ce n'est que de mourir. Et d'ailleurs, la conclusion logique de ça, c'est qu'on a vu des sénateurs américains, comme d'ailleurs, je crois, le responsable de la diplomatie du Luxembourg, la diplomatie du Luxembourg, bon, sans commentaire, appeler par exemple au meurtre ou à l'élimination physique de Vladimir Poutine. Oui, mais si vous voulez, il faut comprendre que pour en arriver là, il faut qu'avant se crée en quelque sorte un vortex de stress, c'est-à-dire une crise, un enchaînement en quelque sorte de délire collectif, et une représentation paranoïde en quelque sorte de ce qui est désigné comme l'adversaire. Là en l'occurrence c'est Poutine en ce moment, mais avant ça a été d'autres, ça a été le chef de l'État syrien, ça a été Saddam Hussein, ça a été des tas d'autres. Bon, voilà. En général, ils font pas long feu derrière. Et quand on est dans cette phase-là, cette représentation paranoïde de l'adversaire, c'est-à-dire cette façon de le présenter comme un dingue, comme un fou, comme un violent, comme un génocidaire, etc., on pourrait dire que c'est une question d'opinion. Après tout, si vous avez envie de vous représenter les choses comme ça, moi je vous recommanderais un millepertuis pour vous calmer, mais bon, passons. Mais c'est une façon de se représenter les choses. Bon, pourquoi pas. Mais il faut comprendre que tout ça a un impact. Ça a un impact, pourquoi ? Parce que quand ce travail de fond est fait par des médias qui sont les mêmes médias qui, eux, vous disent de fermer vos gueules et de garder votre stress et votre colère pour vous, quand vous souffrez vous, quand ces mêmes gens vous précipitent en quelque sorte, vous font une lecture hystérisante du réel, ils vous préparent à des décisions ou à des prises de décision que vous allez accepter sous la peur, sous l'effet de la peur et de la contrainte. J'ai pas besoin de vous rappeler que c'est pendant les attentats, à la suite des attentats du World Trade Center, ou à la suite d'attentats terroristes notamment, qui ont servi dans le passé typiquement aux mêmes objectifs, que les pires lois en termes de restriction d'espionnage général, de restriction des libertés contre les citoyens, etc., ont été votées dans la quasi-totalité des pays anglo-saxons,
celle qui était très en avance de phase sur ça, c'était Theresa May, qui était vraiment, qui a mis en œuvre, on pourrait dire, les lois les plus liberticides en matière de surveillance dans cette zone-là. Theresa May, qui est en même temps celle qui a développé massivement la vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite qui était directement impliquée dans l'affaire des attentats du World Trade Center. Donc vous comprenez que tout ça n'a pas de sens. Le but, c'est pas de régler les problèmes. Le but, c'est de créer des stress, c'est d'utiliser des stress et des colères qu'on fait monter à leur paroxysme, jusqu'au moment où les gens ne comprennent plus rien, se mettent à aboyer sur tout ce qui bouge, voilà, on boycotte les chats, on saisit les œuvres d'art, on envoie les athlètes paralysés, on les renvoie chez eux, enfin, le délire absolu, le délire total, absurde, voilà. Et on profite de cela pour faire passer sous le manteau un certain nombre de lois qui vont avoir un effet, mais qui vont avoir un effet beaucoup plus durable que cette crise. Donc méfiance, accompagner l'hystérisation, comprendre l'hystérisation, c'est aussi voir se mettre en place le climat d'approbation dans la population, au pire, et en particulier à des lois qui n'auront peut-être pas un effet sur la crise en Ukraine, mais qui pourraient très bien avoir un effet sur notre vie quotidienne à tous dans les mois et les années qui viennent. Et comme on le sait, avec les personnes qui nous dirigent, moi je parle du cartel, c'est-à-dire aujourd'hui un conglomérat d'intérêts qui va de la finance aux banques en passant par la classe politique, les transnationales et les médias. Je pense que là on a affaire clairement à une volonté d'hystériser en fait le climat pour faire passer en catimini un certain nombre de mesures ou un certain nombre de dispositions. Une de ces dispositions que j'ai vu passer, qui est assez intéressante, c'est que l'Allemagne a pris prétexte en fait de cette crise en Ukraine pour annoncer sa remilitarisation à hauteur de plus de 100 milliards, avec un budget de plus de 100 milliards. 100 milliards, ça dépasse assez nettement celui de la France. J'attire votre attention là-dessus parce que je pense qu'en temps de paix, si l'Allemagne avait annoncé ça, il y aurait eu des manifestations dans le monde entier. Mais ils ont attendu un climat favorable, c'est-à-dire un contexte propice, pour pouvoir annoncer ce genre de mesures. Alors moi, pas de commentaire à faire là-dessus, si ce n'est que je serais la Pologne, je serais moyennement enchanté à l'annonce de cette nouvelle. Je dis ça, je dis rien. Je ne parle pas des autres pays de l'Europe de l'Est. D'une façon générale, ces crises servent, je prends cet exemple de l'Allemagne, servent à faire passer tout un tas de trucs qu'on ne peut pas faire passer le reste du temps, et on utilise la désorientation générale pour les faire passer. Donc dans pour désamorcer en quelque sorte cette crise d'hystérie, il ne nous reste pas grand-chose d'autre que nos cerveaux. Soyons clairs, on n'est pas tous à égalité, vous le savez bien. Il y a les gens qui cherchent à comprendre, il y a les gens qui se posent des questions, qui font preuve d'esprit critique, qui, quand on leur dit quelque chose, essaient de comprendre qui vont à la recherche d'informations, qui vérifient leurs informations. Ils peuvent se tromper, comme tout le monde, on peut tous se tromper, mais voilà. Et puis, il y a l'immense masse, bêlante, hurlante, je dirais, un peu qui se comporte en quelque sorte comme des troupeaux de lemmings vers les falaises, et qui se mettent à brailler de façon totalement ahurissante au premier coup de sifflet, dès que la machine se met en marche, et ces gens-là sont très nombreux. Il ne faut pas surestimer quand même leur nombre, il faut vous dire aussi que ces opérations de propagande et d'hystérisation collective sont accompagnées de fermes à trolls, qui contribuent à l'hystérisation et au délire général. Il faut le savoir, tout ça n'est pas spontané dans la population. Il s'agit de fabriquer l'information, et donc il y a une surreprésentation en quelque sorte du climat et du délire dans la classe médiatique et politique, premièrement, et simultanément par le biais de techniques de propagande, du ferme à troll, d'usine à troll qui alimente en quelque sorte en bobard des comptes dont vous n'aviez jamais entendu parler, que vous voyez partout parce qu'ils sont propagés partout, et qui vous annoncent des trucs, des nouvelles les plus invraisemblables, les plus catastrophiques, les plus odieuses, etc. Alors vous allez me dire, pour présenter les Russes comme des méchants, oui certes, mais surtout pour créer un climat émotionnel et un climat d'hystérie qui empêche la réflexion. Donc la réflexion, c'est précisément notre seule carte, notre seule arme, comme toujours, depuis la nuit des temps, depuis qu'on a commencé à penser la citoyenneté politique. C'est notre seule façon, nourrir l'entendement, c'est notre seule façon d'essayer d'avoir accès en quelque sorte au monde dans lequel nous vivons, en comprenant ce qui se passe et en ne réagissant pas de manière stupide, comme tous ces gens qui ont troqué dans
dans leur nom de domaine, dans leur nom, leur avatar sur Twitter, leurs piqûres, leurs 3 piqûres par trois drapeaux palestiniens, palestiniens non, ukrainiens, non parce que palestiniens c'est pas près d'arriver, mais ukrainiens, européens, etc. Donc tous ces comptes en fait que vous voyez ne sont pas très représentatifs de la masse de la population. J'ai, quant à moi, l'intuition que, contrairement à d'autres phénomènes avant, cette guerre n'est pas suivie du tout, ce climat d'hystérie médiatique n'est pas du tout suivi et pas du tout proportionnel à ce qui se passe dans la population. Du tout. Je le pense sincèrement, j'ai fait un sondage en ligne qui a quand même recueilli près de 18 000 votes il y a quelques semaines, pour demander aux gens s'ils avaient plutôt confiance en Biden, en Macron ou en Poutine, histoire de prendre un peu la température. J'ai conscience que c'est pas un sondage avec un échantillonnage sociologique représentatif, que je connais le système de niche à l'intérieur des réseaux sociaux, etc. Mais le résultat était tel, je crois que c'était du 95%, voilà, pour Poutine. Le résultat était tel qu'il montrait que globalement, il traduisait en quelque sorte, alors certes de façon réactive, et avant cette guerre, donc les choses ont pu évoluer aussi, il démontrait en fait le climat d'hostilité profond qui existe dans une grosse partie de la population à l'égard de tout ce qui ressemble de près ou de loin à une opinion, à l'opinion majoritaire dans les médias. Voilà. Donc là, je crois que comme on l'a vu sur des tas de choses, hein, quand vous avez vu le référendum sur Maastricht, où vous aviez 99% des médias qui répétaient en boucle les arguments pro Maastricht, bah, quand les gens ont voté, vous êtes aperçu que bah non, en fait, la population ne pensait pas comme ça. Je pense qu'on a à peu près la même proportion aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une clique d'excités, de malades mentaux et de psychopathes, de dingues et d'irresponsables qui s'excitent actuellement sur tous les micros, qui sont invités en boucle et qui se répètent les uns les autres sans jamais vérifier leurs infos, ou pas souvent. Et vous avez une population qui assiste à ce spectacle un petit peu stupéfait, un petit peu inquiète parfois quand même parce qu'on lui dit, et qui se demande où tout ça va l'amener. Donc, rationaliser la situation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire essayer d'avoir une approche un peu distancier et de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Comme je vous l'ai dit au départ, donc le titre de ce topo, c'était OTAN-Russie, donc le conflit OTAN-Russie en Ukraine. Parce que, globalement, ce qui se passe en Ukraine est le résultat du conflit, jusqu'ici et jusqu'à maintenant non ouvert, entre l'OTAN et la Russie. C'est pas, je vous apprends rien en vous disant que la Russie explique déjà depuis plusieurs années que la situation en Ukraine est pour elle insoutenable, qu'elle peut pas durer, et contrairement à ce qui est expliqué, ça n'est pas des suites en quelque sorte d'une volonté impérialiste de la Russie de conquérir l'Ukraine que s'est déclenché ce conflit, mais puisque ça fait 8 ans, même depuis plus longtemps en quelque sorte, que Moscou répète en boucle ne transformez pas, ne faites pas rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, parce que vous allez nous menacer trop, et c'est un peu comme si quelqu'un s'approchait avec un couteau de vous à 15 mètres, à 12 mètres, à 10 mètres, à 9 mètres, et que vous lui disiez à chaque pas « n'avance pas plus, n'avance pas plus, n'avance pas plus », il y a un moment où soit vous le laissez s'approcher, vous prenez un risque pour vous, soit vous ne laissez pas s'approcher et vous agissez pour l'empêcher d'avancer davantage. C'est un petit peu ce qui s'est passé en Russie. La technique qui a été utilisée par l'OTAN a consisté c'est la technique du kamikaze contre checkpoint, en quelque sorte. On a entouré en quelque sorte l'Ukraine d'une ceinture d'explosifs pour la précipité contre le checkpoint russe en espérant que le checkpoint allait réagir. Et donc le checkpoint a dit à l'Ukraine enlève tes ceintures d'explosifs, enlève tes ceintures d'explosifs, enlève tes ceintures d'explosifs. Et évidemment, à chaque fois que la Russie jetait des avertissements en disant on ne peut pas tolérer ça, c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça, etc. La réaction de l'OTAN a été on va envoyer des armes en plus, on va envoyer des militaires en plus, on va envoyer des formations militaires en plus. Et ça va continuer, ça va même s'intensifier. Donc quand vous répondez à la peur, même si c'est pas une peur irrationnelle, même quand vous répondez à l'inquiétude d'un État sur sa sécurité, par l'accélération en quelque sorte du processus, il y a bien un moment où vous vous attendez à ce que ça bascule. Et évidemment, je ne vous ferai pas l'insulte de vous dire que l'OTAN ne s'attendait pas à la réaction russe. Hein, mais cette réaction de la Russie n'avait pas, pour l'OTAN, le but n'était pas tant de militariser l'Ukraine, quoique, que plutôt d'utiliser l'Ukraine pour créer en quelque sorte, pour recréer
un rideau de fer entre la Russie européenne. La Russie est essentiellement une nation européenne, une fédération européenne, et le reste des pays européens. Donc rétablir ce rideau de fer, c'était de réinscrire en quelque sorte, de couper les liens du fait de Nord Stream, du fait de l'énergie, du fait de tout un tas de raisons, les liens qui est le rapprochement tectonique comme des plaques tectoniques, hein, le rapprochement tectonique, si vous voulez, entre l'Europe de l'Ouest et la Russie, et de couper définitivement ces liens-là pour, en quelque sorte, casser l'Europe en deux, briser l'Europe en deux avec la mise en place d'un nouveau rideau de fer. Et quoi de mieux que l'Ukraine qui aurait pu être ce pont, ce trait d'union, en quelque sorte, entre l'Europe de l'Ouest et la Russie, pour allumer l'incendie et pour créer un incident irréversible auquel personne ne pouvait faire autrement que se soustraire. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a armé l'Ukraine et on en est arrivé là. Alors, c'est important, je pense, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. L'Ukraine est apparue comme État indépendant en 1991. Tous les éléments, toutes les pièces du puzzle étaient déjà là dès le départ. Hein, puisque les frontières de l'État d'Ukraine, qui devient indépendant en 1991, en font un État multiethnique et multiculturel et multilinguistique. Alors, quand je dis multiethnique, multiculturel, multilinguistique, je ne suis pas en train de parler je vous parle du fait qu'il existe à l'intérieur de cet État des populations autochtones, c'est-à-dire qui ont toujours vécu là, ou qui vivent là depuis des siècles, bon, voilà, et qui, ces populations sont des populations qui en quelque sorte, qui ne parlent pas les mêmes langues. Alors, c'est le cas des russophones et des Russes et des Ukrainiens, des Ruthènes, etc. Donc, il y a des ethnies différentes, il y a des langues différentes, etc. Et donc, quand, au moment de l'effondrement de l'URSS, l'Ukraine devient indépendante, dans ses frontières, au moment donc où l'URSS est littéralement dépecée par des oligarques, à ce moment-là, l'Ukraine prend son autonomie, et prend son autonomie dans les frontières qui lui fait intégrer des populations qui sont des populations qui appartiennent à des ethnies, à des groupes et à des cultures et des langues différentes. Hein. C'est classique, c'est-à-dire que... voilà. Et donc, typiquement, vous avez près de 8 millions de Russes en Ukraine. Vous avez 37 millions d'Ukrainiens, entre guillemets, mais dedans vous avez des Ruthènes, bon voilà, pas mal d'autres. Vous avez des Tatars, vous avez des Biélorusses, des Bulgares, des Hongrois, des Polonais, des Juifs, des Arméniens, etc., etc. Bref, l'Ukraine, dans ses frontières de 1991, devient un État indépendant, mais un État multiethnique, ce qui, en théorie, aurait dû entraîner quasiment l'obligation d'être un État fédéral. Pourquoi un État fédéral ? C'est-à-dire un État non centralisé et globalement appliquant un principe de subsidiarité, c'est-à-dire laissant une autonomie culturelle et une autonomie de décision importante à toutes ses parties, en gros respectant les souverainetés, les langues, les droits autochtones, etc., etc. Ça aurait été, a priori, le destin logique, le destin politique logique d'un État ukrainien dans ses frontières complètes, intégrant des populations russophones, tatars, ruthènes, ukrainiennes, etc., etc. Ça aurait été logique. Hein. Mais évidemment, c'est pas du tout ce qui va se passer, puisque cet État va être littéralement... alors, cet État va rester sous contrôle des oligarques, comme d'ailleurs l'ensemble de la Russie, sauf que là où l'État russe, on va dire un certain nombre d'élites russes, dont Vladimir Poutine est assez emblématique, vont reprendre en quelque sorte en main l'État russe et, je dirais, mettre au pas les oligarques, en Ukraine, par contre, ça va pas se passer. Et donc, on va assister très progressivement à, je dirais, un travail de longue haleine pour couper les liens entre l'Ukraine, qui est le berceau de la Russie, en quelque sorte, qui est une terre, un peuple, une culture qui sont étroitement liés à l'histoire de la Russie depuis le début. Et donc on va chercher à couper ce lien entre l'Ukraine et la Russie, en autonomisant un État qui, comme je vous l'ai dit, est un État dès le départ qui se présente comme un État multi-ethnique, multiconfessionnel, multilinguistique. Donc dans cet État, chacun est légitime sur ses terres à faire valoir sa langue, son ethos en quelque sorte, son droit à la vie, sa souveraineté, et aussi, d'une certaine façon, ses propres institutions. Donc quand on est dans une structure comme celle-là,
et qu'il ne s'agit pas d'une invasion, c'est-à-dire l'arrivée, il n'y a pas d'invasion là, il y a des populations qui sont là depuis longtemps, qui vivent là, qui ont leur propre village, qui sont, voilà, c'est pas une immigration, c'est pas je ne sais quoi, c'est des populations stables qui vivent là depuis des siècles, il y a eu des mouvements, etc., mais voilà. Eh bien, lorsqu'on a tout cela, lorsqu'on a cette diversité de peuples, la logique, c'est de se doter, aurait été de se doter effectivement d'un État de type fédéral, avec une forte décentralisation et du respect globalement pour des régions dans lesquelles on parle russe, dans lesquelles, etc., etc. Bref. C'est évidemment le contraire qui a été mis en place dans ce pays, et comme d'ailleurs dans un certain nombre d'autres républiques soviétiques qui ont été dépecées par des oligarques, soutenus par les Occidentaux, et alors que la Russie, en quelque sorte, rétablissait son État, l'Ukraine, elle, se trouvait sous la coupe d'oligarques israélo-russes, on va dire, israélo-occidentaux, israélo-anglais, enfin, à multinationalité, un petit peu comme Patrick Drahi chez nous, hein, c'est-à-dire d'ailleurs, chez nous, on parle de milliardaires, on devrait parler d'oligarques aussi, parce que fondamentalement, c'est la même chose. Et donc, l'Ukraine s'est trouvée, en quelque sorte, dans une situation où la population vivait mal. La fin de l'URSS, le démantèlement de ses infrastructures, la vente de ses biens, la vente de ses armes, etc. Il y a eu, évidemment, comme vous le savez, Tchernobyl. Il y a eu aussi, à partir de là, un gros travail qui a été fait de rééducation culturelle à l'intérieur de l'Ukraine. Et ce travail a été tout sauf spontané. Je le précise parce que moi, quand je suis allé en Ukraine, à Kiev, il y a quelques années, on m'avait fait visiter un musée qui était le musée sur l'Holodomor, hein, donc la grande famille ukrainienne. Et donc, le responsable de musée me l'avait fait visiter, très gentil, etc. Et puis, je me faisais traduire les trucs que je comprenais pas. Et puis, à la fin, je lui dis, quand on regarde cette exposition, et bon, je connaissais un peu l'histoire de l'Holodomor en Ukraine, quand on regarde cette exposition, on a l'impression vraiment, vous mettez tout ça sur le dos des Russes. Il me dit oui, mais c'est les Russes. Alors je lui dis, mais vous savez bien que les gens qui prennent ces décisions à ce moment-là et qui détiennent l'appareil du Parti communiste, jusqu'à très tardivement, sont des gens qui ne sont pas russes eux-mêmes. Et que par ailleurs, ce que vous dénoncez là, c'est-à-dire en gros un État violent, génocidaire, qui a déporté ses populations, qui les a affamées, etc., qui les a déportés au goulag, qui les a affamés, etc., ce que vous décrivez là, c'est un phénomène qui s'est déroulé aussi pour les Russes, et en dehors de l'Ukraine. Il me dit oui, je sais que c'était pas que en Ukraine, mais chez nous c'était plus grave. Je lui dis oui, non, mais je comprends très bien, mais pourquoi est-ce que en fait, donc j'engage la discussion avec lui, je lui dis mais pourquoi est-ce que vous mettez ça sur le dos des Russes en fait? Il me dit parce que c'est les Russes. Je lui dis mais non, Joseph Staline était géorgien, et je lui fais la liste de tous les cadres supérieurs ou des dirigeants du Parti communiste de l'époque qui étaient soit juifs, soit lettons, soit etc., etc. Et je lui dis vous comprenez bien, je lui dis pourquoi est-ce que du coup ça devient une affaire russe en fait? Et là, je vois le type se fermer. Il avait parfaitement bien compris la question. Hein. En clair, j'étais en train de lui expliquer que les Russes avaient été comme eux, les victimes en quelque sorte de cet État policier, de cet État mafieux et policier et génocidaire, et que à la tête de cet État, il y avait très peu de Russes et très peu d'Ukrainiens. Et donc je lui dis mais pourquoi est-ce que vous mettez ça sur le dos des Russes? Et là, je vois le type se fermer, etc. Donc je ressors du musée, je marche un petit peu avec la personne qui m'avait emmené là-bas. Et la personne m'explique, elle me dit, écoutez, ça c'est le financement, si on lui retire il écrit autre chose, de toute façon il n'aura pas de financement. Voilà. Donc, quand je vous explique cette anecdote, vous comprenez ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, un certain nombre de fondations occidentales, certaines financées par des oligarques israéliens, d'autres financées par des Américains, parfois les mêmes d'ailleurs, d'autres financées par des instituts divers et variés, ont entrepris en quelque sorte on peut le dire, une relecture complète en quelque sorte de l'histoire ukrainienne. Et ce travail de relecture fonctionne déjà depuis les années 2000. Enfin, il a commencé dans les années 90, donc maintenant ça fait déjà 30 ans. Donc vous avez toute une génération en Ukraine qui est persuadée que l'Holodomor c'est la faute des Russes. Voilà. Donc évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail du pourquoi, du comment, vous chercherez, vous trouverez vous-même évidemment, mais je prends cet exemple pour vous dire quoi? Pour vous dire que à partir des années 90 et jusqu'à la révolution orange en 2004-2005, il y a un gros travail en fait qui a été mis en place, qui a été financé très largement à coups de milliards,
pour globalement rééduquer la population et donner, certains appelleront ça comme ça, une conscience nationale, en quelque sorte, aux Ukrainiens. Conscience nationale aux Ukrainiens dans un pays dans lequel il n'y a pas que des Ukrainiens, je vous en ai parlé déjà. Bon. La révolution orange 2004-2005 est une révolution, je dirais, populaire, mais téléguidée par des fondations, des fondations occidentales. Typiquement, Georges Soros a joué un rôle clé là-dedans, mais il y en a d'autres, qui ont globalement aidé, financé, armé, légitimé une sorte de mai 68 ukrainien, puisque c'est à peu près ça qui a été, qu'on appelait la révolution orange. Ce mai 68 ukrainien a précipité, a accéléré encore ce phénomène de rééducation culturelle anti-russe dans l'ensemble de la société ukrainienne. C'est à ce moment-là que l'Ukraine a franchement basculé à l'ouest, je dirais à l'est et au sud, puisque globalement l'Ukraine s'est rapprochée de l'UE et de l'OTAN, et simultanément, par d'autres aspects sur le plan économique, militaire, etc., d'Israël et de la Turquie. Plus tard, donc, pendant Maïdan, donc, alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une révolution populaire et en même temps elle était préparée. Il faut comprendre que quand il y a des révolutions comme celle-là, ce ne sont jamais des révolutions illégitimes. Jamais. C'est-à-dire qu'il faut voir ce qui était... Alors je dis il faut voir, mais en fait je n'y étais pas, parce que moi j'ai découvert l'Ukraine plus tard, mais on m'a raconté, les Ukrainiens n'en pouvaient plus. Comme d'ailleurs la quasi-totalité des populations de l'ancienne URSS n'en pouvaient plus de ces élites, de ce mode de fonctionnement, des oligarques, des anciens du parti qui s'étaient transformés en oligarques et qui mettaient la main sur toutes les ressources du pays, de leur vie, de l'effondrement des services de l'État, de leur vie désespérante, etc., etc. Et donc, dans ce mécontentement parfaitement justifié, est née une révolution, un besoin aussi, un besoin de reconnaissance nationale, etc. Il a pris une forme nationaliste, on peut le dire, et il a été assez largement soutenu par les Occidentaux. Le but pour les Occidentaux était évidemment de faire tomber dans leur escarcelle un État supplémentaire et de se rapprocher substantiellement de la Russie. Quand vous prenez une carte, c'est assez facile à voir. Quand vous êtes en fait dans le nord-est de l'Ukraine, vous êtes à un peu plus de 500 km de Moscou. Ce qui veut dire que le basculement de l'Ukraine dans l'OTAN ou dans l'UE, ce qui reviendrait fondamentalement au même, aurait pour effet en quelque sorte de mettre l'intégralité du bassin de vie. Le bassin de vie, c'est où se trouve la population russe, c'est 75-80% de la population russe se trouve à l'ouest des monts Urals. Donc ce qui veut dire que le bassin de vie, le cœur nucléaire en quelque sorte de la vie de la Russie se trouve dans un espace qui est très immédiatement accessible à partir de l'Ukraine, comme d'ailleurs des pays baltes, mais c'est une autre question. Et donc, pour la Russie, la militarisation de l'Ukraine, et en particulier la militarisation d'un pays qui est rééduqué dans une perspective revanchiste et agressive à l'égard de la Russie, est un danger lourd, beaucoup plus que la Lettonie. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine est un pays très largement peuplé, c'est un pays qui compte une population importante, même si l'Ukraine a perdu, je crois, 17 ou 18% de sa population depuis en 30 années de temps, parce qu'ils sont tous beaucoup sont partis travailler ailleurs, en Occident ou d'ailleurs en Russie, et donc démographiquement l'Ukraine se porte très mal, un taux de fécondité très, très bas, une grosse migration de ces élites ou de ces jeunes vers d'autres pays, en Russie ou vers l'Ouest, bref. Mais c'est un pays qui reste très important sur le plan démographique, et c'est aussi militaire, et donc c'est aussi un pays qui est stratégique pour l'accès, pour la Russie. Il l'est aussi, et c'est d'autant plus important qu'il l'est parce que la plupart des familles russes comptent des Ukrainiens, et la plupart des Ukrainiens comptent dans leur famille des Russes. Et que donc, tout ce qui est susceptible de pourrir en quelque sorte les relations, de développer en quelque sorte l'anti-russisme primaire ou l'hostilité profonde des Ukrainiens à l'égard de la Russie, a un pouvoir de contamination très important à l'intérieur même de la société russe. Donc quand vous comprenez ça, vous comprenez que pour la Russie et pour l'État russe en particulier, dont Poutine s'est occupé de restaurer ces dernières années, le fait d'avoir un pays qui était autrefois un pays frère
enfin plus que ça d'ailleurs, c'est le cœur en quelque sorte de la Russie, que ce pays soit littéralement dépecé, puis retourné contre la Russie, c'est un peu comme si vous étiez dans une même famille avec un frère qui se retourne contre son frère, c'est Caïn et Abel, quoi, hein, d'une certaine façon. Et à la fin, évidemment, pour la Russie, la question de savoir ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit faire, non seulement pour protéger son bassin de vie, là c'est toujours pareil, la paix résulte du conflit surmonté. La paix, c'est pas un discours, c'est certainement pas les hurlements que vous entendez à longueur de temps dans les médias, ou des crises d'hystérie des journalistes. La paix, c'est le conflit surmonté, c'est-à-dire la paix résulte d'un équilibre dans la force. Elle ne résulte pas de l'absence de force ou de la neutralisation de celui qui a la force, elle résulte de l'équilibre dans la force. C'est-à-dire c'est précisément parce qu'il y avait un équilibre, en quelque sorte, typiquement entre les États-Unis et l'URSS pendant le XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle, qu'il n'y a pas eu de guerre nucléaire et qu'il n'y a pas eu de guerre mondiale. C'est pour ça, typiquement, que lorsque l'URSS de Khrouchtchev a essayé d'implanter des bases de missiles à Cuba, lorsqu'il y a eu la révolution à Cuba et que l'URSS a voulu implanter des bases de missiles à Cuba, en 1962, Khrouchtchev était ukrainien d'ailleurs, entre parenthèses, alors l'État américain, et Kennedy à l'époque, a été jusqu'à la limite de ce qui pouvait dégénérer en guerre nucléaire générale pour éviter que des missiles russes, des missiles soviétiques ne s'installent à Cuba. Pourquoi ? C'était simple, c'est parce que précisément cette installation aurait en quelque sorte brisé l'équilibre des forces. Briser l'équilibre des forces, c'est-à-dire qu'en clair, elle donnait un avantage décisif en termes de temps de réaction et en termes de temps d'offensive aux soviétiques sur les Américains. Et donc vous comprenez bien que là on est exactement dans le même cas. C'est-à-dire que si on ne veut pas comprendre ça et si on ne veut pas entendre ça, là je crois que malheureusement on ne l'entend nulle part, mais il faut le répéter en boucle. Si vous avancez vers quelqu'un que vous le menacez et que cette menace en quelque sorte est susceptible de modifier l'équilibre durable des forces, on ne pouvait pas, objectivement je ne vois pas ce que Poutine pouvait faire d'autre. Je vous le dis sincèrement, franchement, je vois pas. J'aurais été à sa place. Je me dis, mais concrètement, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre ? Donc, il a fait ce qu'a fait Kennedy. Sauf que à l'époque de Kennedy, le coup de pression de Kennedy, la menace de Kennedy, menace de conflit nucléaire, et simultanément la négociation, c'est à partir de là d'ailleurs qu'on a installé le téléphone rouge pour éviter les problèmes de friture en ligne, si je puis dire. On a installé le téléphone rouge entre Washington et Moscou, à la suite de cela, précisément, parce qu'on s'est aperçu que le délire des militaires, le délire des généraux, le délire de l'opinion publique était susceptible d'envenimer davantage la situation et de provoquer en quelque sorte des prises de décision irréfléchies, et qu'il était important que les gens qui étaient en charge des problèmes puissent se joindre, se parler à toute heure, sans arrêt, et ne soit pas en quelque sorte perturbé par la friture en quelque sorte en ligne. Et donc à la suite de ce coup de pression de Kennedy, Khrouchtchev a rangé ses missiles dans sa poche, il est reparti dans son coin. Cuba est resté non pas neutre, mais elle est restée un territoire plutôt pro-URSS, mais n'a pas implanté de base de missiles, et l'équilibre de la puissance a été maintenu. C'est ce qui a permis d'éviter la Deuxième Guerre mondiale et la Troisième Guerre mondiale, et c'est ce qui a permis d'en éviter d'autres par la suite. C'est précisément ça qu'a cherché à briser l'OTAN en essayant de militariser l'Ukraine. Et tous les gros malins qui nous parlent aujourd'hui de faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne, etc., ces gens-là sont des malades, sont des dingues. Parce que précisément, on aboutira exactement au même résultat, puisque il existe des articles qui impliquent, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai déjà posté des trucs là-dessus, qui impliquent que tout conflit impliquant une nation faisant partie de l'Union européenne impliquera automatiquement les autres pays de l'Union européenne, et comme la quasi-totalité des autres pays de l'Union européenne font partie de l'OTAN, elle impliquerait automatiquement l'OTAN. Vous comprenez la logique, hein ? C'est-à-dire, vous faites rentrer l'Ukraine dans l'UE. L'Ukraine fait partie de l'UE. Il y a un traité qui dit, si vous faites partie de l'UE, les autres pays de l'UE sont en quelque sorte chargés, censés intervenir et de se mobiliser militairement en votre faveur si vous êtes attaqué. Bon. Et simultanément, ces pays sont dans l'OTAN. Et donc, si un pays de l'OTAN faisant partie de l'UE est impliqué dans le conflit avec l'Ukraine, avec la Russie via l'Ukraine, eh bien, les autres pays de l'OTAN sont impliqués aussi. Et donc là, on a effectivement un risque de conflit de guerre mondiale large,
avec toujours les risques... Enfin, je vous parle pas de l'impact, là, votre imagination fera le reste. Donc vous comprenez bien que les gens qui nous parlent de cela aujourd'hui sont des fous, en fait. Sont des dingues, des irresponsables, des malades. Alors, nous, en France, on n'est pas tellement au fait de ces trucs-là. Quand je dis qu'on a affaire à des dingues et des irresponsables, on n'est pas tellement au fait de ces trucs-là. On se dit, tiens, ce sont des dingues et des irresponsables, là. Mais il y a des pays qui se prennent ces gens-là sur la gueule depuis des années. Alors ils sont loin de nous, parfois, la Syrie, la Libye, les Palestiniens et d'autres, mais je veux dire, il y a des gens pour qui la conscience claire que les États occidentaux sont dirigés par des pouvoirs qui se comportent, par des élites qui se comportent comme des psychopathes, est une évidence largement partagée dans beaucoup de pays dits du tiers-monde. Alors, personne n'utilise plus ce terme-là, mais ce qu'on désignait avant comme cela. C'est-à-dire de pays non alignés, de pays indépendants, de pays qui ont eu à souffrir, en quelque sorte, des politiques de déstabilisation, des politiques de bombardement, de terrorisme organisé par des États la plupart du temps, etc. etc. Donc, je reviens à mon histoire, parce que je suis un peu parti loin. Donc, ensuite, on a la révolution de Maïdan, qui arrive un petit peu plus tard. Alors, Maïdan, je le connais bien, parce que la révolution de Maïdan, j'y étais. Il se trouve que j'ai fait le voyage en Ukraine à cette époque-là. Je voulais essayer de comprendre ce qui s'y passait. La révolution de Maïdan, c'est quoi? C'est la suite, en quelque sorte, de la révolution orange. Après la révolution orange, globalement, l'Ukraine a été rééduquée, s'est rééduquée, d'une certaine façon. Est resté un État globalement plutôt sous la coupe politique, en tout cas, des oligarques pro-russes. Et après Maïdan, elle a basculé sous la coupe d'oligarques pro-occidentaux ou pro-israéliens. Voilà, je vous fais simple, c'est exact. Ce qui s'est passé à Maïdan, c'est ça. Voilà. En clair, ce qui a été transformé à Maïdan, c'est le passage d'une Ukraine qui était déjà retravaillée par des fondations nombreuses et variées, et des mouvements divers et variés pour quelque sorte s'affranchir de la Russie et gagner une sorte de conscience nationale. Et à la suite de ce travail-là, l'étape suivante a été en quelque sorte de virer les oligarques plutôt pro-russes, on va dire, moyennement pro-occidentaux, et de mettre des oligarques pro-occidentaux, pro-Union européenne, pro-Israël à la tête de cet État ukrainien. Vous allez me dire que je parle assez souvent d'Israël, mais tous les gens qui connaissent un peu l'affaire de l'Ukraine connaissent les liens extrêmement denses entre le pouvoir politique ukrainien depuis une dizaine d'années et un certain nombre d'oligarques, un certain nombre d'intérêts israéliens. Ce que je vous dis là, c'est pas en l'air, je suis pas en train de vous parler d'Israël comme ça, genre hors sujet, non. C'est vraiment le cœur du sujet. Ce qui est intéressant de suivre aussi, c'est l'apport de personnel politique formé aux États-Unis et en Angleterre, ayant déjà transité par la Géorgie, donc typiquement Saakashvili et d'autres, et aussi l'ancienne femme d'un certain Raphaël Glucksmann, qu'on retrouve sur tous les plateaux pour jouer les chiens de guerre. Et donc si vous regardez, en fait, ces gens qui ont servi en fait à essayer de militariser la Géorgie et militarisé à tout point de vue, militarisé d'ailleurs qui vendait des armes à l'époque à la Géorgie, bah pareil, vous trouvez de grosses sociétés, très grosses sociétés d'armement israéliennes, pareil, et une aide extrêmement lourde de l'OTAN. Et donc ils ont essayé de faire tomber la Géorgie en quelque sorte dans le truc, et là, bon, l'intervention, vous la connaissez, il y a eu l'affaire de l'Abkhazie, de l'Ossétie, Poutine a dit stop là, et ça s'est arrêté, ça n'a pas été plus loin, Saakashvili a été viré, et s'est reconverti, vous l'avez retrouvé à la tête d'administration ukrainienne très peu de temps après. Mais si je vous parle d'Israël dans cette affaire-là, c'est pas pour vous parler d'Israël parce que je fais une fixation sur Israël, c'est parce que dans les faits, c'est très facile à vérifier, dans les faits, la quasi-totalité du personnel politique qui a été installé à la tête de l'État ukrainien est soit juif, soit pro-israélien, soit de nationalité ou à double nationalité israélienne, et les liens à tout point de vue, les liens économiques, les liens culturels, etc., se sont considérablement renforcés entre l'Ukraine et Israël ces 10 dernières années. Considérablement renforcé. Évidemment, simultanément, la Pologne a joué aussi son rôle en Ukraine, mais s'est fait petit à petit satelliser. L'Allemagne a servi globalement, a fourni des services pendant Euromaïdan, mais s'est fait éjecter aussi assez rapidement du jeu sur place.
Donc Maïdan, qu'est-ce que c'était? C'était toujours pareil, une révolution légitime de la population contre globalement des oligarques russes qui s'en foutaient plein les poches et qui pro-russes qui s'en foutaient plein les poches et qui globalement s'intéressaient pas beaucoup à la population et qui réglaient pas surtout les problèmes des gens. Et le passage de cet état de fait à un autre règne d'oligarques, mais cette fois-ci avec un certain nombre de petits nouveaux dans le jeu. Et les petits nouveaux, ça a été l'apparition de mouvements qu'on peut qualifier, alors que la Russie qualifie de néo-nazis, que je qualifierais plus exactement d'identitaire, c'est-à-dire une sorte de laboratoire identitaire ukrainien. Alors ça, c'est un phénomène qui est assez intéressant à regarder. Quand je dis que c'est intéressant, ça veut dire que c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des idées, etc. etc. On a vu effectivement apparaître en Ukraine une sorte de nouveau laboratoire, et là je ne parle pas des laboratoires génétiques qui ont été installés par les États-Unis en Ukraine, vous trouverez ça assez facilement si vous faites des recherches. C'est encore un autre sujet, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Je parle d'un laboratoire en quelque sorte politique et militant, c'est-à-dire globalement la création et l'activation en Ukraine d'un réseau identitaire utilisant assez puissamment, assez fréquemment, recyclant en quelque sorte les thèses d'une partie de la droite radicale européenne de l'Ouest, et la réactivation en quelque sorte de mouvements identitaires qui ont servi de force de frappe, patriotique aussi, qui ont servi de force de frappe, je dirais, aux Occidentaux en Ukraine contre les oligarques pro-russes. Voilà. Et quand Poutine vous parle de la dénazification de l'Ukraine, il fait référence à ça. Bon, vous avez vu le film qui s'appelle Donbass. Je sais qu'il a été il a été viré de YouTube, le grand goulag médiatique occidental. Donc il a été viré de YouTube, mais vous pouvez le retrouver facilement sur Odyssée et sur d'autres plateformes. Donc il faut le regarder, ce reportage Donbass. Il vous montre la situation, certes d'un point de vue pro-russe, mais il vous montre quand même un aspect de la situation qui rééquilibre en grosse partie, le narratif occidental sur cette question. Bref, on va y revenir. Donc qu'est-ce qui se passe ? À partir des années 95-2000, des paramilitaires, on peut le dire comme ça, c'est-à-dire des mouvements, une sorte de fusion entre les paramilitaires et des idéologues biberonnés à la nouvelle droite ou à l'extrême droite européenne, parfois aussi au bandérisme, bandérisme, le mouvement de Stepan Bandera, que le Moscou qualifie de néo-nazi, qu'on va qualifier donc nous d'identitaire. Je dis identitaire parce que on pourrait la qualifier de néo-nazi si on se basait simplement sur leurs drapeaux, leurs insignes, etc., etc. Mais je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que ça serait plutôt un néo-nazisme sans antisémitisme, si on voulait déterminer exactement de quoi on parle. C'est-à-dire que on a laissé globalement ces mouvements se développer, et les gens qui les ont laissés faire, même qui les ont financés, sont des gens qu'on ne peut pas soupçonner d'antisémitisme, pour les raisons que vous imaginez. Mais on les a alimentés, on les a laissés se développer parce qu'ils servaient de force de frappe patriotique, en quelque sorte, de jeunes formés, militaires, etc., etc., le bataillon Azov plus tard, le mouvement Svoboda, etc., et qu'on les a aidés en fait à se développer. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient... vous connaissez mon mode de fonctionnement, je n'aime pas caricaturer les gens, donc pour moi les gens qui se battent pour leurs convictions, même si ces convictions ne sont pas les miennes, je respecte toujours. Bon, voilà. C'est quand même beaucoup plus noble de se battre que d'en parler comme je suis en train de le faire au micro en ce moment. Bon, même si on se plante. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ces mouvements qu'on a vus être mis en place en fait en Ukraine, portaient dès le départ la nature du problème. Pourquoi ? Parce que quand vous créez des mouvements ethnistes, nationalistes, ethnistes, appelons-les comme ça, on va dire, certains diront néo-nazis sans l'antisémitisme, ou identitaires et ethnistes dans un pays comme l'Ukraine, qui est un pays qui se construit dans ses frontières comme une société multiculturelle, non pas multiculturelle à cause de l'immigration, mais multiculturelle parce que ces frontières, comme en Afrique à la fin de la décolonisation, etc., intègrent parfois des ethnies différentes. Et là, c'est exactement la même chose.
Hein. Il faut comprendre que c'était une tactique aussi des Occidentaux, des Européens, d'affaiblir durablement en quelque sorte les pays, ou de découper les frontières en intégrant des ethnies, parfois avec des relations tendues, de façon précisément à créer des États qui étaient des États en permanence instables, déstabilisés, etc. Et donc, alimenter les mouvements ethnistes violents, radicaux en Ukraine, dans un pays qui est par définition multiculturel, c'est-à-dire typiquement dans lequel vous avez plus de 8 millions de Russes, et je vous parle pas des autres, c'était d'emblée créer des problèmes, et c'est ce qui s'est passé, c'est ce que raconte le film Donbass, c'est-à-dire que l'État ukrainien s'est servi de ces milices, en quelque sorte, de ces partis, de ces mouvements, que je ne juge pas sur le fond, je juge plutôt sur le contenu, si vous voulez, et que j'ai observé de près, se sont servis de ces mouvements comme armes de guerre, en quelque sorte, contre les oligarques pro-russes, et en même temps, pour, en quelque sorte, faire la guerre en interne aux populations russes de l'Est de l'Ukraine. Et c'est typiquement ce qui a abouti à la révolte, globalement, des populations russophones, parce que l'État ukrainien a enchaîné, en quelque sorte, les mesures de privation, les mesures d'humiliation, de non-reconnaissance de la langue, etc., à l'égard de ces populations-là, qui se sont dit, globalement, s'ils ne nous reconnaissent pas et que leur seul désir, c'est que nous n'existions plus, sur cette terre qui est la nôtre depuis des siècles, nous on va prendre notre autonomie et puis on va se rattacher à la Russie. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. C'est comme ça que s'est mis en place le mouvement de république, de Donetsk, de Lugansk, etc. L'autonomie de l'Ukraine, le rattachement de l'Ukraine à la Russie, etc. Parce que vous aviez dans l'État ukrainien des populations qui ne se sentaient plus représentées par l'État ukrainien et même étaient dénoncées et violentées par l'État ukrainien. Hein, je vous parle, pour ceux qui veulent faire des recherches, les manifestations de foule violentes organisées par les mouvements identitaires armés contre les populations dans l'est de l'Ukraine, c'est pas des légendes, hein. Ça a fait des milliers de morts et ça fait des années que ça dure. Bon. Mais évidemment, là non plus, comme avec la Palestine, comme avec d'autres, ça n'intéressait absolument personne, et ça ne vous surprendra pas. Bien. Donc il y a un moment, effectivement, les Russes, voyant cette situation, ont en quelque sorte essayé de réagir, mais c'était trop tard. C'est là qu'a commencé Maïdan. Maïdan, donc, c'est un coup de force. C'est en même temps une révolte populaire légitime, celle des gens qui en ont marre des oligarques russes, et en même temps un coup d'État, parce qu'effectivement, ça aboutit au départ d'un type qui avait été élu dans un processus démocratique, qu'on peut remettre en question, mais qui, quand même, était un processus démocratique. Bref, donc à la suite du coup d'État de la révolte de Maïdan, un nouvel État s'est installé, qui a fait la guerre à une partie de sa population, la population pro-russe, et qui simultanément a armé, s'est servi de ces bandes, de ces mouvements identitaires, ethnistes, donc comme je vous le disais, un nazisme sans antisémitisme, contre la Russie, contre les populations russes à l'intérieur de ses frontières, etc., etc. Évidemment, c'est aussi à partir de là qu'on a commencé à parler de l'intégration de l'Ukraine dans l'UE et dans l'OTAN. Hein, alors, pour qu'on comprenne bien, si vous voulez, alors je vous ai déjà expliqué quel était le problème avec, je dirais, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Hein, c'est-à-dire que l'Ukraine dans l'OTAN, pour la Russie, c'est quelque chose d'inconcevable. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que l'Ukraine, c'est 500 km de Moscou quand vous êtes au nord-est de l'Ukraine, la frontière ukrainienne. C'est un pays qui a été littéralement reconditionné en logiciel anti-russe violent, essentiellement par des fondations américaines ou des fondations israéliennes ou des fondations Soros type Open Society, etc. depuis maintenant 30 ans. Et pour les Russes, c'est un cauchemar. C'est un vrai cauchemar. C'est d'autant plus un cauchemar, encore une fois, que je vous rappelle qu'il y a beaucoup de Russes en Ukraine et beaucoup d'Ukrainiens en Russie. Et donc la contamination possible dans le temps de la dégradation de cette relation entre ces deux peuples, que certains diront considèrent comme un seul et même peuple, hein, du côté russe, et même côté ukrainien, tout cela a évidemment quelque chose d'absolument cauchemardesque pour l'État russe. Par ailleurs, je rappelle, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais je rappelle que le bassin de vie, c'est-à-dire l'essentiel de la population et des infrastructures russes, du pouvoir russe, se situe à portée immédiate de l'Ukraine et des pays baltes, mais l'Ukraine étant beaucoup plus dangereuse potentiellement contre la Russie, puisque l'Ukraine est beaucoup plus lourdement peuplée, largement peuplée, que l'Ukraine est reconditionnée culturellement de façon extrêmement agressive contre la Russie, et qu'encore une fois, il existe une population ukrainienne importante en Russie.
Donc voilà pourquoi, en fait, après des années d'alerte, d'alarme, et plus particulièrement ces derniers mois, accord de Minsk, pas respecté, etc., la Russie de Poutine s'est décidée à un moment à intervenir. Alors, du point de vue du droit international, comme je vous le disais tout à l'heure, la Russie a tort. Et il ne s'agit pas de le nier, personne ne vous dira, bah non, un pays a le droit d'en envahir un autre, c'est conforme au droit international, bah non. C'est pas parce qu'elle a tort sur le plan du droit international qu'on doit se dispenser de comprendre comment on en est arrivé là, et surtout comment la Russie a été contrainte, en quelque sorte, comme aux échecs, à jouer cette pièce-là. C'est toujours pareil, quand vous devez jouer une pièce aux échecs, il y a le fait que vous deviez la jouer, c'est-à-dire qu'il y a un moment où vous n'avez plus le choix. Là, à un moment, je pense que les Russes se sont dit, bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Et il y a le moment où vous la jouez, c'est-à-dire quel est le contexte. Et évidemment, je pense que Poutine a fait le choix, je pense, avait ce problème-là en tête déjà depuis quelques années, et a choisi le bon moment pour agir. Enfin, le bon moment, il n'y a jamais de bon moment pour envahir un autre pays, mais a choisi le moment qui lui semblait le plus propice pour agir. Et ce, dans un cadre qui est le cadre dans lequel on se trouve aujourd'hui. Quel est ce cadre ? C'est la situation du monde occidental en ce moment. C'est le rapport de force, c'est ses liens avec la Chine, c'est le fait qu'il s'est constitué un trésor de guerre important, c'est le fait qu'il a dédollarisé une grosse partie de ses échanges, c'est le fait que la relation de la Russie avec la Chine, mais aussi avec d'autres pays, est considérablement améliorée, et que simultanément, la réputation des pays occidentaux, que ce soit les États-Unis, la France ou d'autres, s'est considérablement dégradée dans le monde. Il n'y a qu'à voir le nombre de pays qui ont accepté de pratiquer les sanctions contre la Russie. Ils ne sont pas très nombreux. Moi, je veux bien, mais si vous regardez, le Mexique a refusé d'appliquer des sanctions contre la Russie et d'interdire les médias russes. C'est pour vous donner une idée. Essayez d'imaginer, pour comprendre la Russie, essayez d'imaginer demain la Russie installant des missiles balistiques et non seulement installant des missiles balistiques au Mexique dirigés vers les États-Unis, mais concluant un accord d'intervention réciproque et de mutuelle assistance avec le Mexique en cas d'invasion des États-Unis. Si vous voulez comprendre un peu la situation russe, voilà, essayez de comprendre ça. Donc, l'Inde n'a pas voté les sanctions contre la Russie, la Chine non plus. Donc, si vous mettez le Brésil, l'Inde, la Chine, le Mexique, plus une grosse partie des pays parlons pas des pays africains ou des pays un ou deux pays du Golfe. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la communauté internationale s'est considérablement restreint globalement aux pays occidentaux. C'est-à-dire, on va dire, la prison à ciel ouvert qui est l'Australie, le Japon, l'Europe de l'Ouest, et les États-Unis et le Canada. Voilà. Les autres, globalement, n'ont pas suivi. Il y a quelques petites exceptions, etc. Donc ça veut dire que la Russie n'est pas du tout isolée. Et ça, c'est pareil, c'est une question de temps. C'est-à-dire la question, je pense que Poutine a eu ce problème-là en tête il y a longtemps et s'est dit mais on n'est pas prêt, ils peuvent nous fermer SWIFT, oui mais il n'y avait pas de solution alternative efficace, ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela, on va se retrouver privé de ressources, là... En fait, clairement, je pense que Vladimir Poutine a créé les conditions pour que la réponse en quelque sorte occidentale au rétablissement de l'État russe, ou en tout cas la réannexion en quelque sorte de l'Ukraine dans l'espace d'influence russe. Je pense que leur objectif est d'en faire une zone tampon. Une zone tampon, c'est une zone... ce que demandait la Russie, c'était la neutralisation militaire de l'Ukraine. En clair, c'était ça que demandait la Russie. Si on voulait vraiment arrêter ce conflit, ça serait facile. Il suffirait de dire, ok, on s'engage à ce que l'Ukraine n'intègre pas l'OTAN et qu'elle se démilitarise. Est-ce que les Ukrainiens s'en porteraient plus mal, je veux dire ? Est-ce que si demain les Ukrainiens, un pays avec cette richesse de culture-là, avec cette population d'une grande qualité, c'est les Ukrainiens, il y a des gens vraiment brillants, intelligents, beaux, c'est vraiment un beau peuple, quoi. Je veux dire, est-ce que ce pays se portera mieux parce qu'il aura intégré l'OTAN et l'Union européenne ? Vous avez l'impression que les populations en France, en Allemagne, en Italie sont globalement satisfaites ou profitent de leur adhésion à l'Union européenne et de leur intégration à l'OTAN ? Globalement, est-ce que vous avez l'impression que ça nous a été très profitable ? Donc la question c'est, est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'on peut souhaiter à ce beau peuple, qui a été considérablement abîmé par l'histoire,
est-ce qu'on peut lui souhaiter d'intégrer le grand goulag occidental? Je caricature, mais en tout cas le système occidental, ou en tout cas l'Union européenne, dans l'état où elle se trouve actuellement. Je lui souhaite pas. Je ne lui souhaite pas. C'est en même temps une impossibilité stratégique pour les Russes, et sur le strict plan des intérêts de l'Ukraine, je doute que ça soit son intérêt aussi, et l'intérêt de sa population. Par contre, il n'y a pas de doute sur le fait qu'effectivement, il y a un certain nombre d'oligarques, un certain nombre d'intérêts financiers importants qui espèrent effectivement faire basculer l'Ukraine du côté occidental. Je pense que les Américains n'ont jamais songé, comme l'avait d'ailleurs indiqué Kissinger ou Zbigniew Brzezinski, n'ont jamais réellement songé à faire basculer l'Ukraine dans le camp occidental, contrairement aux Européens qui se sont comportés comme des idiots dans cette affaire-là. Les États-Unis ont eu une vision beaucoup plus réaliste, ils se sont contentés d'en faire un foyer de tensions violentes entre l'Europe et la Russie, et c'est tout ce qui leur importe finalement. Parce que grâce à ça, les Européens vont se priver de gaz russe, vont se foutre dans la merde, vont se raccorder toujours plus, à l'hégémone états-unien, qui est un pays qui se casse la gueule ou qui est un pays qui se porte pas très bien. Et simultanément, cette crise générale, ce stress qui est imposé aux populations occidentales, ce climat de guerre, va servir aux élites occidentales, globalement, à faire passer un certain nombre de lois, de dispositions, que ce soit en matière financière, en matière numérique, etc. On parle des crypto-monnaies, etc., qui vont servir à renforcer encore davantage l'emprise de l'oligarchie, on va dire, occidentale, sur sa propre population, qui commence à avoir passablement envie de pendre tous ces braves gens à des réverbères. Et donc, voilà la situation. Alors, le but, comme je vous l'ai dit, de ces stress, je vais essayer de terminer quand même, le but de sa production de stress, c'est évidemment de soumettre, en quelque sorte, de créer un climat de contrainte, un climat d'acceptation. Nous, je pense que notre job, ça doit être de tourner en ridicule, de déconstruire systématiquement ce délire, cette hystérie collective. On a l'arme de l'humour qui est très efficace pour le faire. On a l'arme de l'information, de la réinformation pour le faire, la recherche des faits, etc., l'objectivation des éléments. Nous vivons, nous occidentaux, il n'y a pas que des occidentaux qui m'écoutent là en ce moment, hein. Il y a des gens qui appartiennent à d'autres espaces. Nous occidentaux vivons dans des sociétés qui sont assez largement déconstruites. Elles sont ravagées par le doute, par les divisions, les fractures sociales, les fractures ethniques, les fractures civilisationnelles. Les sociétés occidentales, que ce soit les États-Unis, hein, vous avez plus de 90 millions de personnes aujourd'hui qui dépendent de l'aide alimentaire aux États-Unis. Vous connaissez le climat social en France, je ne vous parle pas des autres pays. Et donc tout ça pour vous dire que les sociétés occidentales sont passablement abîmées, dégradées, malades en quelque sorte, de leur oligarchie, de leurs élites, et que la seule pièce à jouer pour ces gens-là, pour survivre en quelque sorte, aussi bien à leurs conneries, à leur politique de prédation économique qu'à leurs décisions politiques absurdes, etc., ça va être d'appliquer en gros ce qu'ils ont déjà appliqué en Amérique du Sud, ce qu'ils ont déjà appliqué au Proche et au Moyen-Orient, en particulier en Afrique dans certains coins, c'est de nous appliquer exactement les mêmes recettes, c'est-à-dire globalement de nous précipiter dans un climat de terreur, de violence, de stress, pour justifier un forçage coopératif, c'est-à-dire globalement une accélération des dispositions liberticides de contrôle des cartels, c'est-à-dire États transnationaux, sur nos vies quotidiennes, sur nos vies tout court. Donc pour moi, évidemment, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, nous pas en tant que peuple, certainement pas, mais nous sommes clairement en prise avec nos propres élites. Et ces élites, il n'y a qu'à écouter 30 minutes France Info, enfin 2 minutes France Info ou n'importe quel canal d'information aujourd'hui. Les canaux d'information disposent aujourd'hui de... Ce sont eux qui ont l'accès au cerveau, je dirais, de la population, majoritairement. Il n'y a qu'à les écouter 2 minutes pour savoir ce qu'ils veulent. Voilà. Et donc ça doit nous donner une bonne raison de vouloir nous y opposer, ou en tout cas de vouloir autre chose.
Euh, Qu'est-ce qu'on peut vouloir ? Bah, comme toujours, la paix. La paix, parce que la paix, c'est contrairement à d'autres, quand je parle de paix ou de guerre, je sais un tout petit peu de quoi je parle, non pas parce que j'ai fait la paix et la guerre, mais parce que j'étais un peu militaire quand même et que j'ai été sur des théâtres de trucs et que je sais très bien ce qu'est je sais aussi ce qu'est la guerre. Et la paix, c'est surtout à mon âge, à 50 balais, on commence à avoir une vision un peu plus posée sur ces questions-là. On est un peu moins travaillé par ces hormones et pour le coup, on a tendance à voir les choses de façon un petit peu plus équilibrée. La paix, parce que ce sont toujours les populations qui souffrent de la guerre. Ça, c'est notre objectif premier. Et donc, tout ce qui contribue à hystériser le débat, à caricaturer l'adversaire, à ne pas entendre les demandes, en clair, à éliminer les questions, à diaboliser en quelque sorte, et à créer ce climat cauchemardesque en quelque sorte, et délirant dans les médias, bah, c'est clairement un problème pour nous. Quel doit être notre objectif ? Nos libertés. Rétablir le calme, c'est aussi s'assurer que ces gens n'arrivent pas à instaurer un climat suffisamment délirant pour pouvoir, en quelque sorte, contraindre l'ensemble de la société à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire globalement à nous fermer les gueules, à fermer nos gueules, c'est-à-dire à nous empêcher de nous exprimer, à nous empêcher d'agir, et à nous empêcher de peser, en quelque sorte, dans les débats politiques à venir. Et évidemment, tout ce que nous pouvons espérer, ça c'est mon point de vue, ma petite touche perso, c'est la multipolarité, la fédéralisation. Globalement, c'est le droit des peuples, c'est reste l'alpha et l'oméga pour moi, le droit des peuples à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit des peuples à pouvoir décider chez eux de ce qui est bon pour eux. Ça restera le principe incontournable à partir duquel j'aborde toutes ces questions-là. Voilà, j'espère que ça a été, ce point vous a été utile, qui vous a intéressé. Comme vous l'avez compris, j'espère que vous l'avez compris. J'ai essayé d'être non pas objectif mais honnête, c'est-à-dire que je ne cherche pas à vous dire je dis la vérité, j'essaye simplement de vous restituer un point de vue qui soit un point de vue plus équilibré sur le climat dans lequel nous vivons. Nous avons tous une responsabilité là-dedans. Ne pensez pas, oui, de toute façon, tout est joué, tout est décidé, etc. Encore une fois, vous voulez vous faire une idée des gens, du niveau des gens, regardez les débats du Sénat sur les crypto-monnaies. Vous allez comprendre à qui on a affaire. Voilà. Et dites-vous que chez les journalistes, c'est encore pire. À chaque fois que j'ai eu l'occasion, entre deux émissions ou deux plateaux, d'échanger 3 mots avec un journaliste, vous mesurez à quel point ces gens-là ont le cerveau vide. Ils ne comprennent rien à rien. Ils enchaînent les sujets, ils ne les connaissent pas, ils n'ont pas fait de recherche, ils ne comprennent rien. Donc on a affaire à une horde de décérébrés qui sature littéralement le temps de cerveau disponible de la population, mais on a la chance d'avoir la possibilité de pouvoir jouer un rôle et d'essayer de contribuer en quelque sorte à faire retomber la pression. Encore une fois, je pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est faire circuler de l'information, même malgré la censure, dénoncer la censure, pratiquer l'humour, se foutre d'eux aussi certainement, et puis continuer à s'informer. C'est en tout cas ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, vous donner un peu de recul. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Ah oui, je termine en vous disant que j'ai enregistré ce truc, donc il va être disponible, vous allez pouvoir le réécouter, pour ceux qui n'ont pas pu entendre le début, et je vais le publier sur un fil podcast qui sera mis en ligne ce week-end, puisque j'ouvrirai un fil podcast pour faire des enregistrements en ligne qui seront accessibles à partir de Spotify et d'autres plateformes de podcast à un public un peu plus large que les gens qui sont sur Twitter. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis bon week-end. À bientôt.